Alors, j'en ai pas fini avec David Piolet et je reçois Bob Garcia. Vous êtes auteur. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. On va parler BD maintenant et on est bien servi au Mans, notamment avec notre librairie Bulle. Et puis on est en plein Faites Lire, cette manifestation dont le point d'orgue est le Salon du Livre qui a lieu ce week-end, samedi et dimanche. Bob Garcia, on va vous retrouver. À quel stand on pourra vous voir ce week-end ? J'ai peur de me tromper, je crois que c'est le 32. Alors sur quel on va citer la maison d'édition sur laquelle c'est Cécile Diffusion. D'accord. Mais ça, c'est un diffuseur, c'est pas la maison d'édition. C'est le diffuseur. Ouais. Et notamment, vous allez présenter un de vos derniers ouvrages, Tintin du cinéma à la bande dessinée. Vous aviez déjà travaillé autour de Tintin, c'est-à-dire que vous êtes, j'ai découvert ce mot en préparant l'émission, tintinophile. Oui, c'est ça, exactement. Tintinophile ou tintinologue ou ergéologue ou ergéophile. Enfin, il y a différentes dénominations pour désigner quelqu'un qui s'intéresse à l'œuvre d'Hergé, et en particulier à Tintin, puisque c'est évidemment le phare de l'œuvre d'Hergé. Alors Tintin, c'est, Hergé, pardon, est l'inventeur de la ligne claire. Enfin, en tout cas, il est considéré comme le maître de la ligne claire. Donc, c'est ce dessin au contour noir uniforme dans lesquels on met des couleurs qui ne se mélangent pas. Ce trait de bande dessinée belge qui est assez reconnaissable, mais pas que. Évidemment, c'est pas que un style esthétique, c'est plein de références culturelles qui vous intéresse, vous, en tant qu'écrivain? C'est ça qui m'intéresse, en fait. Je dessine pas, je suis pas auteur de BD, mais par contre, aller dans les coulisses, aller essayer de comprendre comment il a créé cette œuvre, à partir de quoi il s'est imprégné, de quoi il s'est nourri pour faire cette œuvre. Hergé, qui se définissait comme une éponge, captait un petit peu tout ce qu'il y avait autour de lui, que ce soit des faits d'actualité, d'autres bandes dessinées, parce que c'est pas lui le créateur de la ligne claire, même si on lui a, attribué un petit peu ce nom-là après. Il y a eu Alain Saint-Augan et bien d'autres avant, et il s'inspirait comme ça d'un petit peu de tout, dont le cinéma. Et ce cinéma, évidemment, depuis tout petit, depuis l'âge de 7 ans, il allait au cinéma. On l'emmenait au cinéma pour l'occuper, pour le calmer un peu, puisqu'il était un peu agité, selon son propre aveu. Et quand il rentrait chez lui, il prenait une feuille de dessin, et de mémoire, il dessinait, il croquait des scènes qu'il avait vues au cinéma. Et c'est une de ses premières influences. Alors, vous parliez que Hergé est un peu à la BD ce que Hitchcock est au cinéma, pour la mise sous tension, la scénarisation, et puis le cadrage aussi qu'on retrouve dans la bande dessinée, comme dans le cinéma en général, et dans certains réalisateurs comme Hitchcock en particulier. Vous avez bien lu le bouquin, effectivement, il y a beaucoup d'analogies entre l'univers d'Hitchcock et l'univers d'Hergé, et je pense que même Hitchcock, à un moment donné, a pu s'inspirer d'Hergé, alors qu'Hergé s'est inspiré d'Hitchcock au démarrage. C'est ça, parce qu'il est contemporain des débuts du cinéma, en tout cas de l'explosion du cinéma, Hergé. Ah, carrément, il est né en 1907, donc le cinéma, on peut dire qu'il est né en gros en 1900, même s'il y a eu quelques essais un peu avant, enfin voilà, mais en gros, il a vu l'évolution du cinéma au fur et à mesure de sa propre évolution à lui. Donc au fur et à mesure qu'il a grandi, il a vu des effets spéciaux, il a découvert des choses, il a découvert Méliès, puis beaucoup plus tard d'autres effets spéciaux, des plans, des cadrages, des contre-plongées, des tas de choses comme ça, des travelling, toutes sortes de choses qui sont propres au cinéma et qu'il a essayé de retranscrire au fur et à mesure dans ses bandes dessinées. Donc on voit notamment l'hommage à Méliès dès la couverture de ce roman. Il y a des hommages qui sont très directs quand on parcourt votre livre, à la fois esthétiques, mais aussi thématiques sur des sujets d'actualité qui ont été traités par le cinéma et dont Hergé s'est emparé. Oui, en fait, il a suivi l'actualité du cinéma et l'actualité tout court, parce que quand il allait au cinéma, auparavant, il y avait pas de télé. Donc à cette époque-là, pour avoir les actualités, on allait aux actualités du cinéma. C'était Gaumont ou Pathé qui diffusait ça. Et puis, il regardait ces actualités qu'il a utilisées aussi dans ses propres bandes dessinées, comme dans le Lotus Bleu ou dans d'autres. Il a pris des faits d'actualité et il a suivi encore une fois l'évolution du cinéma. Et au fur et à mesure qu'il y avait des films qui sortaient, et c'est comme ça que j'ai procédé d'ailleurs, j'ai regardé quel film sortait un petit peu avant qu'il dessine sa bande dessinée ou en même temps, au moment où il dessinait ses BD. Et puis dans 80% des cas, je suis tombé sur des pépites, des choses qu'il a vraiment intégrées dans son œuvre. Ouais, donc en fait, vous avez travaillé par corrélation, vous avez pris les films qui dataient de la sortie de l'album, enfin de la période où il travaillait sur l'album, pour voir des
des analogies. Alors, il a évidemment son propre style, mais il y a des analogies esthétiques aussi. Là, on reprenait La Lune de Méliès, mais il y a des formes qu'il a pu découvrir via le cinéma qui lui ont permis de s'inspirer pour... Des personnages, peut-être. Des personnages. C'est ça, des personnages, oui. La Castafiore est une... Alors, oui, j'aime bien cette anecdote. En fait, la Castafiore serait inspirée de Sophia Loren qui a perdu ses bijoux, c'est ça? Alors, la Castafiore, qui s'est fait voler ses bijoux. Exactement, la Castafiore a évolué au fur et à mesure des albums. La Castafiore que l'on découvre dans le Sceptre d'Ottokar n'est pas celle que l'on voit dans les bijoux de la Castafiore. Ouais, c'est ça. Non, mais dans l'histoire des bijoux de la Castafiore, où elle se fait voler ses bijoux, ce serait Sophia Loren qui, sur le tournage du Millionnaire, s'est fait réellement voler ses bijoux. Ça. Mais à l'origine, la Castafiore d'origine, enfin à mon avis, je retiens jamais le nom, donc il faut que je regarde mes petites notes, mais c'est Virginia Pearson dans Le Fantôme de l'Opéra. Alors c'est un livre, un film muet. Vous allez me dire comment on sait qu'elle chante les bijoux de la Castafiore, comment on sait qu'elle chante l'air des bijoux. Ouais. Tout simplement, il y a des petits textes en bas qui nous disent elle chante l'air des bijoux et même je ris de me voir si belle dans ce miroir. Elle tient face à main et elle est habillée, elle est fringuée exactement comme la Castafiore dans le Sceptre d'Ottokar. Donc ça, c'est ça, une de ses premières influences pour la Castafiore. Ça marche aussi pour Tintin. La toute première représentation de Tintin dans les soviets, il rigole pas du tout, il a un petit trait de bouche comme ça, assez pincé, il fait les pires des gags, les pires des trucs, c'est Buster Keaton. C'est la transcription en bande dessinée de Buster Keaton. Le capitaine Haddock, quand il arrive dans le Crabe aux pinces d'or, juste avant, il y a un film qui sort qui s'appelle Drame à Kanitoga, qui met en scène un des acteurs préférés d'Hergé, qui est Hans Albers, et c'est exactement le même du capitaine. Alors ça, c'est vraiment génial. On va continuer à en parler dans la suite de Culturel. Je me pose juste la question avant la pub. Si Hergé existait aujourd'hui, est-ce qu'il ferait une BD sur le vol des bijoux de Nabila? Je vous laisse sur cette réflexion. On se retrouve tout de suite pour la fin de Culturel.